Cher Normand, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur le 10e épisode des Entretiens Conquérants. C'est déjà le 10e épisode, 10 longs mois que nous partageons ensemble ces entretiens, que nous sillonnons la région Normandie pour rencontrer les vice-présidents de la Normandie conquérante. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau dans le Calvados, à Hérouville-Saint-Clair, avec donc Tom Chabertier, le jeune Normand conquérant qui est présent à nos côtés du Calvados. Bonjour Tom, comment vas-tu ? Bonjour Gauthier, ça va très bien, merci. Merci beaucoup de ta présence à nos côtés. Et donc nous sommes tous les deux avec Tom pour accueillir notre invité d'honneur qui nous accueille dans les immenses locaux de la mairie d'Hérouville-Saint-Clair. Donc Rodolphe Thomas, bonjour Rodolphe. Vous êtes donc vice-président de la région Normandie en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale. Vous êtes maire d'Hérouville-Saint-Clair et ancien député de la 2e circonscription du Calvados. Comment allez-vous? Merci de votre accueil. Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est très important de pouvoir échanger ensemble. Donc oui, tout va bien. Quand on entend ce qu'on entend dans notre société, c'est important de retisser du lien familial et surtout avec les amis. Et tisser du lien, on va le faire aujourd'hui à travers donc ce 10e épisode des Entretiens Conquérants. Vous avez l'habitude, chers auditeurs, chères auditrices, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs ou augmentez le son. Top départ du 10e épisode des Entretiens Conquérants spécial politique de la ville et cohésion sociale. Alors, merci beaucoup Rodolphe pour votre disponibilité. On va commencer ce podcast avec la première partie qui est relative à votre parcours professionnel, personnel. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. La première question que je pose à tous les vice-présidents qui passent devant ce micro, c'est d'où venez-vous? Que faisaient vos parents? Est-ce que vous êtes originaire de Normandie? Je suis né à Falaise exactement, dans la ville de Guillaume le Conquérant. Oui, je suis arrivé à Hérouville dans les années 63-64. Et d'ailleurs, 63 est une année importante parce que on va fêter bientôt les 60 ans de la ville d'Hérouville. Hérouville, pur Hérouvillais de souche. J'ai grandi, fait mes études, travaillé à Hérouville et maintenant maire depuis 20 ans. Vous êtes né à Falaise. Par la suite, quel a été votre parcours estudiantin? J'ai pu trouver, notamment pendant la préparation de cet entretien, que vous avez suivi un bac G. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce que c'est et quels étaient les métiers qui vous attiraient durant votre jeunesse? À cette époque, c'était effectivement la gestion, comptabilité, ce qui me plaisait et donc ce qui m'a permis de pouvoir, avec ce diplôme, de pouvoir rentrer dans l'activité professionnelle et particulièrement chez mon père, qui était un des premiers garagistes sur Hérouville. Et puis, les années ont passé et je pus reprendre la succession donc de cette activité professionnelle garagiste pendant presque 20 ans et j'ai beaucoup appris dans la gestion que dans le management, que dans la commercialisation des véhicules. Voilà, très passionné de la façon dont une entreprise doit fonctionner. C'est de l'anticipation, c'est comment gérer une équipe, comment gérer une entreprise, et puis quelle relation on peut avoir avec les clients ou avec les habitants en général. Donc c'était une belle expérience professionnelle, mais aussi surtout affective aussi. Vous venez justement d'évoquer le premier commerce, ou du moins l'un des premiers commerces à avoir ouvert sur Hérouville-Saint-Clair, qui est l'établissement spécialisé dans l'automobile que tenait votre père. Vous l'avez repris, vous l'avez notifié. Qu'est-ce que ça fait en première expérience professionnelle, personnelle, quand on est jeune, de se retrouver aux manettes d'un garage et de gérer la vie d'une entreprise dans sa globalité? Il faut assumer rapidement les responsabilités que vous avez. C'est aussi une manière comme une autre d'anticiper. C'est une manière comme une autre aussi de se projeter. C'est aussi faire en sorte qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, elle doit être, si possible, bien gérée. Encore une fois, bien anticipée. Et donc ça, c'est aussi les fondamentaux de tout commerçant. C'est comment créer de la croissance, comment créer de la richesse, comment créer de l'emploi aussi et comment favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Moi, j'ai toujours été passionné un peu sur l'accompagnement de la formation des jeunes, l'apprentissage, les stages, qui sont aussi des données essentielles. Et sans entreprise, il n'y aurait pas
justement de possibilités ou de capacités à des jeunes ou des moins jeunes à s'inscrire dans la vie active. Alors effectivement, nous allons parler dans quelques instants. On va faire des bonds dans le temps pour continuer à découvrir et à revenir sur votre parcours personnel et politique notamment. Donc nous étions en 1993 à Hérouville-Saint-Clair et dans la même période, vous avez indiqué que vous étiez né dans la vie de Guillaume le Conquérant et c'est avec cette âme du conquérant qui sans doute vous caractérise que vous vous êtes engagé donc très jeune dans la vie politique, dans la vie civique puisque vous êtes devenu le benjamin du conseil municipal d'Hérouville-Saint-Clair en siégeant dans l'opposition. Pourquoi vous avez décidé de vous engager en politique, dans la vie publique? Et surtout, qu'est-ce que ça fait quand on est si jeune de se retrouver avec des élus qui ont un parcours, qui ont une expérience particulièrement conséquente en la matière? Alors ça s'est trouvé un peu par hasard, on est venu me chercher parce que dans l'équipe opposante, donc en 95, le chef de file, la tête de liste, Bernard Martinet, qui souhaitait rajeunir, et donc on est venu me chercher par connaissance. Bon, il est vrai que j'avais à cette époque, je l'ai toujours, l'envie de faire bouger les choses et pas toujours d'accord avec le maire sortant, donc des choses qui n'allaient pas dans beaucoup de domaines, mais cela m'a permis de se dire, bah écoutez, essayons, expérimentons, et effectivement, je me suis retrouvé 5e sur la liste en 95, et ça m'a permis de découvrir un peu la fonctionnalité ou le fonctionnement d'une collectivité qui était tout nouveau pour moi, comme beaucoup d'ailleurs quand on arrive dans une collectivité, et surtout quand on fait de la politique. À la fois, faut faire de la politique constructive, hein, c'est pas de l'opposition systématique. Et j'ai vite appris, et ce qui m'a permis 2 ans après, lors de la dissolution de l'Assemblée nationale en 97, de me retrouver suppléant de Brigitte Le Breton, candidat donc à ces élections législatives face à Louis Moxando, donc Louis Moxando, donc ancien député des PTT comme on dit, ou de France Télécom. Et donc c'est là où j'ai beaucoup appris pendant cette campagne législative, en me disant mais 97, ok, 2001, bah écoutez, dans 3-4 ans je ferai en sorte, si les vents sont favorables, de me consacrer ou me préparer à 2001 pour ces élections municipales. Et puis, ben, arrive 2001. Arrive 2001, effectivement, le vent a visiblement été plus que favorable pour vous, vous l'avez eu en poupe puisque vous avez réalisé l'exploit d'être élu maire d'Hérouville-Saint-Clair, de faire tomber un bastion qui était à gauche, ce qui a forcément eu une résonance importante dans le département du Calvados. Euh, Pouvez-vous nous parler de cette période? Comment vous avez vécu ce bouleversement? Comment vous avez bâti justement cette alternance politique qui est quand même inédite par rapport à l'histoire politique d'Hérouville-Saint-Clair et notamment comment vous avez vécu la suite puisque cette accession à la première magistrature d'Hérouville-Saint-Clair vous a permis d'être nommé premier vice-président de la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer la même année. Voilà, comment vous avez vécu les choses? Comment ça s'est fait? Expliquez-nous un peu la recette. Alors, il n'y a pas de recette, hein. Après, tout est question de volonté, et c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi, sans trop savoir si on allait être élu. Bon, voilà, on a été une équipe de jeunes, on s'est dit on y va, on fonce, et puis le but essentiel, c'est de gagner. Est-ce qu'on y croyait? Moyennement, c'est un fait. Remporter cette collectivité, deuxième ville du département quand même, un bastion, comme vous le dites, socialiste de gauche, et ça a été un traumatisme politique dans le département, lorsque effectivement je suis arrivé avec une équipe de jeunes à la tête de cette mairie, contre toute attente. Alors effectivement, il y avait une triangulaire, j'ai bénéficié d'une triangulaire, il y avait le maire sortant qui ne se représentait pas, et puis bah voilà, les portes étaient grandes ouvertes, ce qui m'a permis encore une fois de pouvoir gagner ces élections, et fallait qu'on soit devant. On sentait bien que dans la population il y avait un désir de changement, et le changement il fallait l'initier, le déclencher dès le premier tour, et on s'était dit il faut qu'on soit premier, il faut qu'on soit devant, pardon, dès le premier tour, ce qui va entraîner effectivement le souhait à certaines personnes de pouvoir dire mais oui, mais c'est bien sûr, c'est peut-être le moment de pouvoir. Donc ça a été un effet déclencheur. On est arrivé premier dès le premier tour, et ce qui nous a permis d'être effectivement de remporter cette belle ville qui a été aussi une première pour moi, très difficile aussi à pouvoir gérer, parce que se retrouver garagiste dans la mécanique et du lendemain dans des dossiers aussi importants comme la ville d'Hérouville, il a fallu que j'apprenne beaucoup avec une équipe, à être entouré de collaborateurs, de nouveaux directeurs, qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Et puis là où il y a eu un effet déclencheur qui était celui de 2002, les élections présidentielles et les élections législatives, où je me suis retrouvé effectivement
parlementaire. Alors oui, effectivement, nous avançons d'une année pour se retrouver au 19 juin 2002. Vous aviez, il y a quelques instants, prononcé le terme de changement, évoqué ce désir de changement de la part des habitants qui visiblement ont continué à porter cet espoir de changement en vous faisant donc député de la deuxième circonscription. Tout est allé très vite, hein, en quelque sorte, pour vous. Comment vous avez vécu cette expérience d'entrée au Palais Bourbon, après avoir été élu maire un an plus tôt? Comment vous avez géré cette multiplication des mandats, des responsabilités à des échelons différents, si jeunes, j'ai envie de dire? Bah, écoutez, après coup, quand c'était, bon, effectivement pas du tout évident, et au départ, je voulais pas me présenter aux élections législatives. Je dis déjà, je viens d'être élu en 2001. 2002, François Bayrou fait sa tournée pour les élections présidentielles et puis il m'incite, voire il me force à me présenter, mais je dis: «Écoutez, je viens d'arriver à la mairie, il faut que j'apprenne et si?» Je dis souvent: «Et si je suis élu à l'Assemblée, comment je vais faire à la fois pour gérer une collectivité comme Hérouville et aussi être à l'Assemblée?» Et puis, ben, effectivement, à force de décider, eh ben, écoutez, je me suis présenté et effectivement, la dynamique des municipales de 2001, l'élection donc présidentielle de Jacques Chirac, donc en 2002, ont permis à faire en sorte que je me retrouve effectivement député. Et je le regrette pas parce que je pense qu'on en reviendra, mais si je n'avais pas été député, je ne sais pas si Hérouville aurait changé aussi vite, aussi rapidement. Et je me suis retrouvé effectivement aux côtés d'Hervé Morin. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance à l'Assemblée nationale lorsque nous étions une petite trentaine de parlementaires, de députés UDF autour de François Bayrou. On va bondir dans le temps pour arriver en 2015, faisons escale donc en cette période. Donc après avoir été maire, puis député, vous avez été élu conseiller départemental sur le canton d'Hérouville-Saint-Clair, donc un canton qui, il me semble, n'existe plus aujourd'hui, qui a connu quelques modifications. Comment vous est venue cette idée de devenir conseiller départemental, mais surtout, pourquoi avoir fait le choix de briguer un mandat plus local par la suite? Avec quel objectif? Et est-ce que vous auriez une ou deux réalisations que vous avez bâties, construites? Oui, et si on peut revenir sur les élections législatives, effectivement, j'ai été, comme je disais tout à l'heure, donc député pendant 5 ans. J'ai perdu ce mandat en 2017. J'ai été recandidat en 2012 aussi, hein. C'est vrai que la politique, elle est faite de succès, de victoires comme de défaites, c'est ça. Et puis c'est très enrichissant et ça permet aussi de rester, d'avoir les pieds sur terre. Je crois que c'est très important. Et une ville comme Hérouville, et on y reviendra avec la région, mais comme Caen, comme beaucoup de grandes villes ou moyennes villes, doivent aussi être présents dans les exécutifs et donc dans les collectivités territoriales. Et donc, que ce soit l'Assemblée, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit la métropole ou les communautés urbaines, c'est très important. Ça permet de faire avancer des dossiers, ça permet de défendre les intérêts de sa ville. On a beau être dans une communauté de communes, il faut aussi défendre les intérêts. Et l'exemple que je cite à l'Assemblée nationale, eh ben, il est exactement dans la même situation, c'est de travailler sur des dossiers départementaux, régionaux, ou bien encore à Caen-la-Mer. Donc, et c'est vrai que sur des exemples, on peut citer des exemples, ça a été très facilitateur avec le département. On parlera tout à l'heure de la rénovation urbaine, le renouvellement urbain d'Hérouville, les investissements sportifs, culturels, c'est de défendre les intérêts sur l'action sociale, l'insertion sociale et professionnelle. Eh bien, il faut y être. Et puis, lorsqu'on est dans les exécutifs, c'est aussi de sensibiliser le président à être dans une dynamique de projet, une dynamique de projet non pas pour se faire plaisir, mais une dynamique de projet pour ses habitants, ses concitoyens. C'est le but essentiel, moi, de mon engagement, mais je pense comme beaucoup, de notre engagement politique. J'ai oublié de préciser qu'un an auparavant, donc en 2014, vous avez été réélu maire d'Hérouville-Saint-Clair avec un score de 63,63%, donc c'est un chiffre miroir, donc qui démontre voilà, toute la confiance que portent les habitants en vous. Vous avez ensuite été réélu, on va dans le temps, donc en 2020 à la tête de nouveau d'Hérouville-Saint-Clair. Si on reste cependant en 2015, donc après l'échelon départemental, voilà l'élection régionale de la Normandie réunifiée. Vous avez fait partie dès le début de l'aventure avec Hervé Morin. Vous avez été donc tête de liste pour le Calvados. Donc une histoire que vous partagez avec Hervé Morin depuis 2002. Comment les choses se sont faites? Comment vous vous êtes dit, allez, je me lance dans l'aventure de la Normandie conquérante pour la Normandie réunifiée? Et comment avec Hervé Morin, dans le Calvados, vous avez construit l'aventure?
sûr. Avec Hervé Morin, donc le connaissant, puisqu'on avait travaillé ensemble à l'Assemblée nationale. Ce qui est le plus important, c'est que maire d'Hérouville, deuxième ville du Calvados, je voyais bien que la région n'avançait pas. Il y avait l'ancienne région ex-Basse-Normandie, ex-Haute-Normandie. Rien n'avançait, rien n'aboutissait. En plus, c'était vraiment conditionné politiquement, ce qui est un scandale monumental, parce que le maire d'Hérouville, puisqu'il n'était pas de la même famille politique de la majorité de l'époque, donc socialistes, communistes et verts, eh bien, Hérouville n'avait pas de droit de cité. C'était un scandale. Et d'où aussi, encore une fois, la situation sur les transferts de compétences pour les collectivités. Mais ça, on y reviendra peut-être dans un autre moment. Donc tout ça pour rappeler que la région déclinait. On ne pouvait pas accepter. Il n'y avait pas de volonté politique sur la formation. Il n'y avait pas de volonté politique. D'ailleurs, l'école de la deuxième chance, on est un exemple criant. Le développement pour les lycées, le développement sur les centres de formation, le développement économique dans toutes ces phases, on voyait bien qu'il y avait une région qui était complètement en léthargie et donc on pouvait pas. Moi, voyant cela pendant 20 ans, je dis il faut faire changer les lignes, faut du changement, il faut avoir une autre perspective pour son territoire et il était important que moi, comme d'autres maires de la région, des deux régions Normandie à l'époque, se mobilisent autour ou aux côtés d'Hervé Morin, même si c'était compliqué, même si on a gagné et on a bien gagné parce qu'on a fait du terrain et je pense qu'on a montré ce qu'on était en capacité de faire. Et donc, c'était important de relever le défi et de montrer cette volonté politique avec et aux côtés d'Hervé Morin, ce qu'on fait maintenant depuis quelques années, et ça porte ses fruits. Enfin, on le voit, moi, en tant que maire, mais en tant que père, enfin, dans mon entourage, on voit bien que la situation s'améliore, même si entre la crise sanitaire, entre tout ce qui peut se passer, entre les conflits internationaux, c'est toujours dans des situations très conjoncturelles, mais donc il faut structurer notre territoire et la région est en capacité aujourd'hui de relever le défi et peut-être de passer ou de surpasser toutes ces contraintes conjoncturelles qui sont très difficiles à passer, mais encore une fois, avec de la volonté politique, on y arrive. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe, pour ces réponses très précises, très complètes. On en sait davantage et nos auditeurs en conviendront sur votre parcours personnel, mais surtout politique. Ça permet également de voir quel est le parcours que les élus suivent pour arriver à l'expérience, à l'expertise qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, vous, en l'occurrence, aujourd'hui, Rodolphe. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, qui donc étudie et présente les différentes actions que vous menez au niveau régional. Donc vous êtes vice-président de la région Normandie en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale. C'est une délégation vaste avec beaucoup de responsabilités. Première question, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être auraient du mal à cibler exactement quels sont les contours de votre compétence. C'est vrai que c'est un thème un peu fourre-tout, mais qui est très important avec des responsabilités et des missions fondamentales. Est-ce que vous pourriez nous présenter concrètement ce que c'est la politique de la ville et la cohésion sociale à la région Normandie? Oui, c'est pas toujours perceptible de la part ou dans la tête des habitants ou de certains élus. Donc c'est vrai que la politique de la ville, c'est quoi? C'est comment améliorer les conditions de vie dans les quartiers populaires, quartiers politiques de la ville. C'est comment accompagner jeunes ou moins jeunes à s'élever, à faire en sorte que le volet de l'éducation, le volet de la formation, le volet de la culture, du sport et bien sûr de l'emploi soit mieux accompagné. Quand vous avez des taux de chômage à deux chiffres, entre 15-20, plus de 20% de taux de chômage dans les quartiers, on ne peut pas laisser en l'état cette situation. Donc c'est comment un maire, comment une collectivité territoriale, département et surtout la région apporte ou peut contribuer justement à lutter contre cette exclusion sociale, cette difficulté de pouvoir s'insérer dans notre société. Et donc les piliers de la politique de la ville, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'emploi et c'est la rénovation urbaine. C'est comment changer la physionomie des quartiers pour éviter que les villes soient trop stigmatisées, que les habitants ne soient pas relayés toujours à des situations de relégation sociale, parce que relégation économique, parce que relégation de culture. Donc toutes les conditions doivent être réunies pour relever ce défi. Et Hervé Morin, et je l'en remercie,
a bien compris la situation et quand il m'a demandé plusieurs quelle était ma volonté au sein de la nouvelle équipe régionale, j'ai dit, écoute Hervé, c'est la politique de la ville, ça fait maintenant 15 ans, 20 ans à l'époque que j'étais dedans, je pense qu'il y a une matière à faire et on le voit bien sur l'ensemble du territoire de la Normandie réunifié avec ces 22 quartiers très prégnants entre, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique entre les quartiers d'intérêt national et les quartiers d'intérêt régional, mais les autres quartiers politiques de la ville, ça conditionne près de plus de 300 000 habitants et donc on voit bien qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'oublier, de laisser de côté tous ces habitants qui, malheureusement, ont tendance à être mis de côté parce que trop de problèmes d'insécurité, trop de problèmes de chômage, trop de problèmes de culture, trop de problèmes de difficultés sociales et autres. Donc, on doit aussi apporter, contribuer et apporter des réponses, même si elles sont pas parfaites, mais c'est d'essayer de s'engager fortement. Et c'est pour cela qu'on a été on est la seule région ou une des seules régions à l'époque d'avoir un vice-président en charge de la politique et de la cohésion sociale. C'est un peu une fierté parce que Hervé Morin m'a laissé libre cours pour pouvoir essayer d'imaginer l'accompagnement donc de la politique de la ville et de la rénovation urbaine sur l'ensemble des territoires concernés, avec les services de l'État, avec les départements, avec les métropoles. Donc c'est hyper enrichissant parce que on agit sur tous les leviers, quoi. Et c'est pour ça que j'ai un peu, voilà, sans faire une digression, mais et pourtant, quand la politique de la ville joue sur l'éducation, sur la culture, sur le sport, sur l'emploi et l'insertion, on a tout. Voilà, c'est une politique globale avec des piliers et ces piliers sont essentiels pour améliorer le cadre de vie ou les conditions de vie de chaque habitant qui sont dans ces QPV. Allez, je vous propose, Rodolphe, qu'on mette les gants en latex, qu'on sorte le scalpel et qu'on décortique votre action régionale de manière plus précise. Je vous propose 4 volets sur lesquels vous êtes particulièrement mobilisés. La politique de la ville, donc, la rénovation urbaine, le soutien aux projets innovants et l'insertion professionnelle, ainsi, quatrièmement, que le développement de l'entrepreneuriat. Alors, premièrement, la politique de la ville. La Normandie compte 62 quartiers prioritaires au total, dans lesquels résident près de 300 000 habitants, soit environ 6% de la population régionale et 12% des demandeurs d'emploi normands, donc ce qui est particulièrement important pour notre économie et notre attractivité régionale. La région Normandie a lancé donc une politique QPV sur les quartiers prioritaires de la ville et vous avez lancé un appel début 2022, donc un appel à manifestation d'intérêt, dit AMI, qui permet donc de mettre en lumière les principales aides régionales mobilisables par les acteurs intervenant dans les quartiers prioritaires pour en faciliter l'accès. Allez, on est début 2023. Concrètement, quelles sont ces aides et pourriez-vous nous effectuer un premier bilan, un premier point sur cette AMI qui a été lancée il y a près d'un an? Je le rappelle assez régulièrement, faire de la rénovation urbaine sans faire de la cohésion sociale, ça n'a pas de sens. Donc, rappelez quand même que avec la région et les services de l'État et puis les collectivités et les bailleurs, c'est quand même plus d'1 milliard. C'est un plan Marshall. 1 milliard qui est en train d'être investi dans les 22 quartiers politiques de la ville. On n'a presque jamais vu cela, donc c'est important de le rappeler. Mais quand on investit 1 milliard, ça ne servira à rien si on ne trouve pas une solution, un accompagnement social, économique. Et donc c'est pour cela qu'on a décidé avec les services de faire un appel à manifestation d'intérêt. Un ami, je dis souvent un ami qui peut vous vouloir du bien à condition de s'y mettre tous ensemble, parce que le volet de l'emploi et de la formation, ou de la formation et de l'emploi, ou de l'entrepreneuriat sont tout aussi essentiels. Donc rien ne peut se faire sans le dynamisme et la volonté de la région. Et donc l'appel à manifestation d'intérêt, c'est comment aider les associations, comment aider les associations plutôt d'insertion par l'activité économique, qui permet justement de réduire considérablement le chômage, comment faire en sorte que lorsque un jeune ou un jeune veut créer son entreprise, ou créer ou reprendre une entreprise, parce que ça c'est un fléau dans votre société. Il faut rappeler que dans les prochaines années, plus de 60% des artisans, des commerçants vont devoir ou partir en retraite, et on n'est pas fichu aujourd'hui d'avoir, sauf à la région Normandie, de mettre un plan, une stratégie d'anticipation pour faire en sorte que les commerces ne ferment pas. Et là, si vous avez une fracture, que ce soit d'ailleurs QPV ou hors QPV, si on ne maintient pas l'économie, l'artisanat, le commerce de proximité, c'est notre société qui risque d'exploser. Donc
la priorité, c'est comment faciliter l'entrepreneuriat, jeune ou moins jeune, comment on peut se reclasser, on en a ras-le-bol de son métier, eh bien on veut créer son propre emploi et une nouvelle entreprise, eh bien la région. La région est présente et on les décline à l'infini. C'est pour ça que l'AMI est assez global en soi, que ça soit sur le volet sportif, parce que l'insertion par le sport, on va commencer à le développer. C'est comment aider les animateurs dans les quartiers, mais aussi comment faire en sorte que ces mêmes animateurs, comme on dit les grands frères, même si les grands frères c'est terminé, mais comment faire que ces animateurs aient une vision de ce qu'est l'économie, une vision de ce qu'est l'entrepreneuriat, et justement d'accompagner des jeunes et des moins jeunes les retirer des quartiers en difficulté, aller vers les associations, mais aussi de leur donner la capacité à faire en sorte plutôt qu'ils trouvent un emploi, parce qu'il y a quand même une richesse dans les quartiers politiques de la ville, et on le voit bien partout en France, et bien il faut les accompagner. Et ça, ce que les appels la manifestation d'intérêt, c'est d'être sur le terrain, d'être au cœur même des quartiers, avec les associations, avec les entrepreneurs, pour justement qu'ils ne soient pas relégués, je le dis souvent, relégués à moins que rien. Donc c'est donner de l'espoir, donner de l'espérance, et bien la région y contribue. Elle n'est pas la seule, mais elle y contribue très largement. Et encore une fois, je ne vais pas décliner tout ce que peut faire la région, mais ça va encore une fois de la culture, du sport, de la formation, de l'insertion, comme l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance, autant de la majorité socialiste, les socialistes ne voulaient jamais en entendre parler. Eh bien, avec Hervé Morin, cette école de chance a pu, alors bien sûr, j'ai mis les moyens qu'il fallait, ou la pression qu'il fallait politiquement avec Hervé et David Marguerite, mais mon collègue David Marguerite, mais voilà, c'est parce que, vous voyez, c'est dans la sphère politique, parce que vous n'êtes pas du tout dans la même obédience politique, et ben non. Alors que l'école de la deuxième chance, ça fait 5 ans maintenant qu'elle est ouverte. Quand vous accompagnez entre 150 et 200 jeunes qui sont complètement largués, où ils n'ont aucune perspective, eh bien au moins ça donne du sens à l'engagement politique du maire que je suis, du vice-président, mais aussi de la région Normandie. Donc il faut mettre de côté les clivages politiques, parce que c'est ravageur. Donc on relativise, on positive, et au moins avec Hervé Morin et avec l'équipe, on ne fait pas de distinguo. Je peux vous garantir que j'ai vu la différence. Moi, en tant que vice-président en charge de la politique, c'est pas parce que un maire est de gauche qu'on va pas l'accompagner dans une démarche volontariste de renouvellement urbain. Je peux vous garantir on fait pas la différence. Eux faisaient la différence. Nous, on fait pas la différence. On estime qu'on est proche des gens, qu'on soit à gauche ou à droite, peu importe. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux pour les habitants. On se souviendra, vous avez évoqué l'école de la seconde chance de votre très longue et précise intervention sur ce sujet durant les régionales 2021 au QG de campagne. Et chers auditeurs, si vous souhaitez retrouver donc la table ronde sur ce sujet avec Rodolphe Thomas, rendez-vous dans la rubrique vidéo de la page Facebook de la Normandie conquérante avec donc comme thème le quartier prioritaire de la ville. On va passer au deuxième volet de votre action régionale avec la rénovation urbaine. Alors, la politique de rénovation urbaine, elle vise à accompagner les agglomérations dans la revalorisation des quartiers ciblés par la géographie prioritaire de la politique de la ville. Elle repose sur la mise en place de projets de revalorisation conçus à l'échelle des quartiers, et elle implique la réalisation de diagnostics préalables qui permettent au final aux agglomérations d'élaborer un projet urbain reposant sur les éléments de connaissance du quartier. Tout ça pour vous poser la question au final, combien de quartiers sont concernés par le nouveau programme national de renouvellement urbain, donc le NPNRU 2014-2024. Vous avez, il me semble, déjà cité le nombre, mais c'est peut-être bien de le rappeler. Et surtout, avez-vous des exemples concrets d'investissement de la région Normandie dans ces quartiers? Vous faites des déplacements dans le cadre de votre vice-présidence. Est-ce qu'il y en a un ou deux peut-être que vous pourriez évoquer, en ex-Haute-Normandie et en ex-Basse-Normandie? Oui, on n'a surtout pas fait de discrimination territoriale. On l'a rappelé tout à l'heure, 22 quartiers, sans compter les autres quartiers politiques de la ville. C'est très important en termes d'équité et d'égalité territoriale, parce que le NPNRU, l'État abonde très largement, et tant mieux, mais il faut pas oublier et abandonner les 40 autres quartiers, dont Hérouville-Saint-Clair fait partie. Donc c'est important de pouvoir justement montrer cette volonté que au-delà d'un cadre, on peut aller au-delà d'un cadre et on peut être présent. Maintenant, concernant les exemples, ils sont multiples, parce que quand je parle de près d'1 milliard d'euros qui a été investi avec toutes les collectivités, c'est près de un gros 400 millions d'euros de la région Normandie. Quand je dis 88 plus
plus les fonds européens, plus le FNADT, enfin voilà, donc on arrive bon an mal an à près de 100 millions d'euros que la région investit dans l'ensemble des quartiers politiques de la ville. On n'était pas plus tard qu'avec Hervé Morin, comment dirais-je, à Cléon, sur justement trouver une solution pour la redynamisation d'un centre commercial. On voit bien que les centres commerciaux sont en désuétude et ont besoin d'un coup de pouce avec les services de l'État. Donc on intervient avec des rachats. D'ailleurs, la foncière a été créée par la région Normandie qui peut aussi faciliter, au-delà des quartiers QPV, mais sur l'ensemble du territoire, la redynamisation des centres-bourgs ou des centres en QPV. Et donc ça donne encore une fois du sens à l'engagement et la volonté de la région Normandie. C'est aussi dans le cadre de la résidentialisation, de l'amélioration donc de l'habitat social. On était avec mon collègue Thibaut Beauté, donc qui m'a accompagné sur avec France Rénov et l'agence Biomasse pour réhabiliter la rénovation thermique énergétique, et on en parle beaucoup maintenant depuis quelques années. Et donc cette volonté, eh bien, on intervient sur le champ de la rénovation urbaine. On intervient aussi sur les équipements publics, que ce soit par exemple sur Hérouville, un gymnase qui va être construit grâce aussi à l'appui de la région. C'est aussi le pôle animation jeunesse de la ville d'Hérouville, mais il n'y a pas qu'Hérouville, hein, qu'on se méprenne pas. Sur le chemin vert, tout particulièrement avec l'aménagement urbain, avec la déconstruction, reconstruction. C'est aussi au Havre, c'est aussi à Rouen, faut pas oublier, parce que la métropole de Rouen est très importante. Donc beaucoup de dispositifs de démolition, de reconstruction, d'aménagement, de résidentialisation, parce que démolir comme je disais tout à l'heure, démolir pour reconstruire, ou reconstruire pour, voilà, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit un projet global et que chacun assume sa part de responsabilité. La région est là en tant que partenaire indéfectible, mais aussi il faut que les métropoles, il faut que l'État aussi et l'ensemble des autres collectivités assument. C'est que la région est là, mais elle peut pas tout faire. Elle peut pas faire à la place d'eux. Et c'est ce qu'a toujours dit Hervé Morin, et moi le premier. Donc on est là pour accompagner, parce que on a cette volonté de pouvoir améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants. Donc voilà, c'est un panel assez large en soi, hein, près de 100 millions d'euros investis sur le STASAPET, sur la résidentialisation, comment accéder dans les quartiers, comment accéder à son immeuble. C'est aussi l'amélioration des copropriétés, c'est aussi les bailleurs sociaux qui sont accompagnés par des projets de résidentialisation. Voilà, je le disais tout à l'heure, avec les centres commerciaux ou les équipements publics, c'est aussi une manière comme une autre, justement, d'apporter et de répondre au plus proche possible de nos concitoyens. On va passer à la troisième étape, le troisième volet de votre action régionale, qui est eh bien, le fait de soutenir les projets innovants et l'insertion professionnelle. Donc la région a lancé en 2020, j'ai pu trouver ça en préparant cet entretien, un dispositif nommé Soutien à l'innovation dans les quartiers prioritaires pour soutenir les projets innovants favorisant l'insertion professionnelle, un sujet qui vous tient à cœur, et notamment donc dans les quartiers prioritaires pour les personnes âgées de plus de 16 ans, qui permet alors vraisemblablement aux associations, aux structures d'insertion par l'activité économique, aux collectivités et aux bailleurs sociaux de bénéficier d'une subvention régionale comprise entre 10 000 euros et 30 000 euros, dans la limite, c'est un peu technique, mais c'est important de le préciser, de 50% des dépenses éligibles pour la mise en œuvre de projets particuliers comme la santé, la mobilité au service de l'insertion professionnelle et la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Question, cher Rodolphe, près de 3 ans après son lancement, ce dispositif permet-il des avancées effectives? Si oui, quelles sont les principales réalisations? Alors, beaucoup de réalisations ont pu être effectuées, et c'est vrai que, comme je le disais, déconstruire pour reconstruire, si on ne met pas une politique de cohésion sociale, ça ne servira pas, ça ne servira plutôt à rien. Donc, c'est pour ça qu'en plus de l'AMI, on avait effectivement mis en place ce soutien à l'innovation dans les quartiers. C'est aussi inciter les maires, inciter les associations, quelles qu'elles soient, à prendre leur part de responsabilité. Comment la région peut les accompagner sur un parcours ou plutôt d'actions qui visent ou qui améliorent les conditions de vie donc de leurs habitants. On a tout particulièrement axé sur le volet toujours de l'emploi et de la création économique, hein. Chacun dans son domaine, le département sur l'action sociale, nous sur le volet de la formation et la création de richesse, hein, même si la région fait beaucoup plus que ses compétences, et vous l'avez dit, cité le mot santé, et là, encore une fois,
la région est une des seules régions de France à pouvoir s'engager sur le volet de la santé, parce que ça peut être aussi un frein à l'emploi, comme la mobilité. Donc, mais pour revenir sur le développement économique, oui, donc on travaille avec 6 Cité Labs. C'est des mesures qui permettent justement d'accompagner à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises, avec des montants. Alors, je rentrerai pas dans le détail sur les montants, mais depuis 2016, la région a investi à hauteur de 1 800 000 euros de subventions en direction de celles et ceux qui étaient prêts à s'engager pour l'insertion, l'emploi ou la création ou reprise d'entreprise. C'est aussi une action qui fonctionne sur, comment dirais-je, sur Colombelle, à côté d'Hérouville. Il y en aura d'autres sur la région Normandie. C'est le territoire zéro chômeur de longue durée. C'est aussi une manière qui a été expérimentée. Enfin, c'est une autre manière de pouvoir accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi et de créer leur propre emploi dans le volet de l'insertion, l'économie sociale et solidaire. Il faut parler aussi de l'économie sociale et solidaire qui est étroitement soutenue par ma collègue Linda Lahalle. Et donc, tout ça mis bout à bout, on arrive à faire bouger les lignes. Et ça m'arrive d'aller aussi dans les villes, à Dieppe, à Rouen, à Évreux, justement découvrir aussi l'action des collectivités et voilà le sens qu'on donne sur le service après vote. J'insiste particulièrement, on ne le dit pas suffisamment lorsqu'on est élu, c'est une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans, mais aussi quand on délibère en séance plénière, eh bien il faut s'assurer que le service après-vote soit bien effectué. Et moi, mais comme tous mes autres collègues de la majorité, on aime bien d'être sur le terrain, ça permet de voir réellement le degré d'implication des uns et des autres. Et donc la priorité, c'est améliorer le cadre de vie, mais surtout lutter contre le chômage endémique dans certains quartiers. Et donc, vous voyez, donc, comme je le rappelle, différents dispositifs existent qui permet d'accompagner celles et ceux d'ailleurs qui en ont besoin. Je cite un exemple sur beaucoup de quartiers, c'est dans le cadre de... Alors on va pas le faire à tous les échelons, mais j'ai l'exemple d'une Hérouvillaise, désolé je parle pour ma paroisse, mais une Hérouvillaise qui travaillait au CHU de Caen, infirmière, et qui était en burn-out, qu'on pouvait plus. Effectivement, la crise sanitaire n'a pas arrangé la situation. Eh bien, elle a créé son food truck. Et il y a maintenant 6 mois, 8 mois même. Et eh bien, ça marche, pardon, ça marche, comme on dit, du feu de Dieu. Et la région a l'accompagné sur la formation, la région l'a accompagné sur l'aspect financier. Et donc, elle a créé son propre emploi, avec son mari. Et alors, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que les food trucks, mais on peut les décliner sur différents autres dispositifs qui sont des micro-créations. Donc, on ne faut pas se leurrer, on n'est pas là pour accompagner des reprises de PME, de PMI, c'est surtout les commerces de proximité, il faut être raisonnable. Donc, mais c'est comme ça aussi pour travailler en direction de celles et ceux qui ne peuvent pas être employés ou employables, et de créer leur propre emploi. C'est le but essentiel de la politique de la ville. Quand malheureusement on est confronté à des refus d'emploi, des annonces ou des réponses négatives quand on est en recherche d'emploi, de temps en temps, le mieux c'est de créer son propre emploi. C'est le but essentiel de la politique de la ville à l'échelle de la région Normandie. Vous avez cité effectivement la personne en reconversion professionnelle et la création de son food truck. Nouveau message aux auditeurs et auditrices. Vous pouvez retrouver le focus justement de votre déplacement et symbolique auprès de cette personne au sein de la lettre d'actualité Normandie conquérante numérique du mois de novembre. Je voulais également évoquer peut-être deux projets, 2 sujets qui s'inscrivent dans ce dispositif soutien à l'innovation dans les quartiers prioritaires, à l'image par exemple du projet Sentez-vous mieux sport et sport santé insertion de la maladrerie Omnisport, et également l'étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'une école de production portée par la mission locale du Havre-Estuaire, donc qui a été réalisée en 2020 et qui a permis de confirmer la viabilité de projets de création d'une école de production offrant un soutien éducatif et social des jeunes de 15 à 18 ans, donc pour montrer que véritablement votre action, elle est sur l'ensemble du territoire régional et sur des sujets divers et variés, comme vous l'avez cité tout à l'heure. 4e et dernier volet, avant de passer à la rubrique jeune avec Tom Chabertier qui est dans les starting blocks, qui se prépare, celui donc de développer l'entrepreneuriat. Vous avez déjà évoqué très brièvement cette action présente, mais il y a énormément de choses que vous faites en la matière, notamment pour tout ce qui est investissement.
temps et notamment avec les Cités Labs. Alors vous l'avez cité déjà les Cités Labs, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous présenter qu'est-ce qu'un Cité Lab? Qu'est-ce qu'on y fait? Si c'est un lieu ou si c'est un service, que permet-il? Et surtout, où est-ce qu'on peut accéder à ces 6 Cités Labs sur le territoire régional? Vous avez parlé du Calvados, mais il y a d'autres sites en Normandie. Oui, donc c'est important quand on parle d'équilibre ou d'équité des territoires, il fallait aussi que, avec la décision prise par les élus, hein, c'est très important, c'est pas la région qui va décider de dire on va mettre un cité Lablar, on n'a aucun moyen d'ailleurs, donc c'est encore une fois de la responsabilité du maire de la commune avec les associations qui œuvrent sur ce champ-là. Plusieurs cités Labs, c'est Dieppe, c'est Cherbourg, c'est Camp-la-Mer, on l'a cité tout à l'heure, c'est Évreux, c'est Le Havre, Fécamp, c'est Elbeuf, Cléon. Donc voilà, donc ce sont aussi en partenariat avec des porteurs de projets qui peuvent être la boutique de gestion, le BGE Normandie ou l'ADI, qui est une structure qui facilite le développement et l'initiative à l'entrepreneuriat. Donc, ou bien encore, ça peut être un CCAS d'une collectivité comme la ville de Elbeuf. Donc, tout ça pour rappeler que, comme je disais tout à l'heure, c'est comment faire en sorte que dans les quartiers, on facilite la reprise, la transmission d'entreprise, quel qu'il soit. Alors, ça peut être dans un pas de porte, chez un pas de porte, dans un pas de porte, c'est mieux comme ça, ou alors créer, comme on l'a dit tout à l'heure, en food truck. Donc, on est là vraiment pour l'accompagnement d'un parcours professionnel. Il y a les dispositifs de formation qui se mettent en place avec la région, le coup de pouce financier, mais ça permet encore une fois de solvabiliser, comment dirais-je, le parcours professionnel à la création d'entreprise. Et donc, c'est beaucoup effectivement de métiers de bouche, ou bien encore des métiers nouvelles technologies. Mais dans ces quartiers-là, eh bien, c'était important que la région entende, comprenne tous ces dispositifs. Donc voilà, Cité Lab, c'est un dispositif qui permet justement de pouvoir accélérer et d'éviter le parcours du combattant, quoi. Enfin, demander à n'importe quel entrepreneur ou tel repreneur de se retrouver dans les méandres de la création. Donc, enfin, c'est infernal. Donc, le Cité Lab est une manière de pouvoir justement faciliter et d'être le plus réactif possible à la création et à la transmission d'entreprise. On a pu constater, hein, très franchement, que derrière ce mot fourre-tout de quartier prioritaire de la ville, politique de la ville, cohésion sociale, il y avait de vrais enjeux fondamentaux, aussi bien pour les jeunes que les moins jeunes, en termes d'insertion professionnelle, d'insertion même dans la société et d'épanouissement aussi dans cette société. Et donc, très sincèrement, merci pour le temps que vous nous consacrez. On va sans plus tarder passer à la troisième et dernière partie de ce podcast, qui est la rubrique jeune. Vous avez désormais l'habitude, chers auditeurs, eh bien de cet instant qui permet à un jeune Normand conquérant de pouvoir poser des questions à un élu régional, qui plus est vice-président de la Normandie conquérante. Et donc aujourd'hui, vous le savez, il s'est présenté très brièvement, Tom Chabertier. Il va se présenter de manière plus approfondie avant de poser les questions à Rodolphe Thomas. Tom, tu es prêt? C'est le moment pour toi. Bonjour Gauthier, bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir ici à Hérouville. Donc je m'appelle Tom Chabertier, j'ai 20 ans et je suis GNC depuis 7 mois maintenant. Je suis né, j'ai grandi à Bayeux, donc pas très loin d'Hérouville-Saint-Clair, avant de m'exiler il y a 1 an et demi à peu près à Lyon, pour mes études de droit spécialisées dans l'environnement. Alors, pour cette première question, en tant que jeune des quartiers prioritaires, quelles sont les solutions mises en place par la région et les aides qui peuvent m'accompagner dans la formation professionnelle et l'entrepreneuriat? La région n'est pas uniquement que cette qualité territoriale, mais comment améliorer on le répétera jamais assez, comment améliorer l'accompagnement, le cadre de vie de quelques citoyens que ce soit. Donc, entre les piliers essentiels, c'est tellement évident de travailler en direction des jeunes, en direction de la jeunesse, mais aussi de travailler en direction des adultes, parce que moi, en tant que maire d'Hérouville, je vois bien que sur le volet des seniors, parce que quand même, il faut rappeler qu'à 45 ans, on est senior. Très peu le savent, et quand vous rentrez dans le milieu du travail à 45-50 ans, c'est compliqué. Et donc, on a toujours souhaité effectivement prioriser bien sûr les jeunes, mais surtout ne pas oublier les seniors, c'est-à-dire celles et ceux qui ont entre 40 et 60 ans, qui dans notre société très individualiste, maintenant qu'on a 50 ans, on est plus bon à rien, alors qu'il y a quand même encore un potentiel. Donc, ces actions, jeunes, moins jeunes, quel que soit, c'est toute une question de volonté
de la personne, mais une volonté aussi de la collectivité, particulièrement de la région. Donc, je vais pas reprendre tout ce qui a pu être dit, mais les piliers de l'emploi, de l'insertion, aussi la sécurité, on n'en parle pas assez, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Mais tous ces piliers-là sont essentiels pour l'élévation et améliorer le cadre de vie de chacun. Deuxième question, quels sont aujourd'hui les grands axes et les projets menés en termes de politique de la ville et de rénovation urbaine par la région Normandie, à Hérouville ou dans une autre commune, afin d'illustrer vos propos précédents? Bah, écoutez, pareil, c'est tellement important hein, entre ennui et cohésion sociale. Comme je disais tout à l'heure, on démolit, on reconstruit, on améliore le cadre de vie, on améliore l'ensemble des quartiers, l'image des quartiers. On fait en sorte que chaque famille puisse y trouver son parcours social ou bien encore professionnel. Mais rien ne se fera avec, encore une fois, avec les bailleurs publics, les bailleurs sociaux comme les bailleurs ou les copros. Ça, c'est un autre sujet aussi, qui est la volonté des copropriétés. Ça sera un autre débat, mais tout ça pour rappeler que la déconstruction, la démolition, ok, la reconstruction, c'est tellement évident, la mixité sociale, c'est ce qui doit primer, mais aussi, c'est, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, c'est comment faire en sorte que les habitants, les Normandes et les Normands, se sentent bien dans leur quartier, dans leur ville et dans leur région. Pour se sentir bien dans sa région, il faut aussi un environnement sain. Donc, pour cette dernière question, justement, j'aimerais qu'on aborde ensemble un thème un peu plus universel. Sur les questions d'écologie, on sait aujourd'hui que c'est un sujet majeur de préoccupation pour tous, et en particulier pour les jeunes. Comment arrivez-vous avec la région à concilier développement urbain et protection de l'environnement? On n'a pas attendu la situation à laquelle on est confronté, parce que depuis maintenant 15 ans, dans le cadre de la rénovation urbaine, mais partout, que ce soit à Évreux ou à Havre, on a beaucoup amélioré les conditions donc de vie, bien sûr, mais aussi le bâti. Donc on en parlait tout à l'heure avec la rénovation thermique énergétique des bâtiments. On n'a pas attendu cette crise écologique, cette crise sanitaire ou autre. Donc on était toujours dans l'anticipation et l'expérimentation. Eh bien, les faits nous donnent raison. C'est qu'on a commencé à sensibiliser les bailleurs ou bien encore les copropriétés. C'est aussi le développement de déplacements en mode doux. Moi qui ai été ancien vice-président sur les transports, la région a été présente pour justement remplacer le TER en un tramway fer. C'est aussi la politique de pistes cyclables. Enfin, c'est la manière aussi de se déplacer autrement que nous le faisons ou que nous l'avons fait il y a encore quelques années. Donc il y a une prise de conscience. C'est la volonté aussi d'Hervé Morin de ne plus subir les énergies fossiles et de traiter, de travailler sur l'éolien, l'hydrogène, le nucléaire. On est quand même une région très avant-gardiste à ce niveau-là. Et quand on parle d'autonomie, ben, je peux vous garantir que les entreprises demain réfléchiront à deux fois pour aller dans quelle région, pour savoir si on est sûr, si cette même entreprise est sûre d'être alimentée et productive et sans électricité, sans énergie. Un territoire et un pays meurent. Donc la région a anticipé et je pense que depuis maintenant des années, on voit les résultats et il reste encore beaucoup à faire. Mais je peux vous garantir que si on continue dans cette dynamique-là, on sera quand même un territoire le plus attractif en termes d'industrie, PMI, PME. Effectivement, ouais. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Tom pour ces questions et encore une fois ta disponibilité. C'est la fin de ce 10e épisode des Entretiens Conquérants. Merci beaucoup Rodolphe pour votre disponibilité. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Ah oui, très très bon moment, mais c'est vrai, après c'est peut-être un peu trop long. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire et de faire comprendre le sens de l'engagement politique dans le bon sens du terme. On est tellement imprégné enfin moi en ce qui me concerne, mais comme tous mes collègues de la majorité, imprégné de la vie politique pour être au plus proche possible de nos concitoyens, essayer d'apporter des réponses, même nous, si nous sommes dans une société de zapping où on veut tout de suite, il faut aussi apprendre, faire apprendre et montrer, d'affirmer que rien ne se fait en claquant des doigts, surtout dans le cadre de la rénovation urbaine. Alors, je ne vais pas revenir en arrière, mais on voit bien que c'est un projet sur plusieurs années. Donc, il faut toujours agir, être le plus réceptif possible aux attentes des uns et des autres, mais on veut aussi des résultats. Il faut aussi affirmer que la région est aux côtés des collectivités, mais elle ne peut pas faire à la place d'eux.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons conclure. Merci infiniment une nouvelle fois, Rodolphe. Plaisir partagé pour nous, Tom et moi-même, d'animer ce podcast. À n'en point douter, les auditeurs et auditrices en conviendront également et en ressortiront plus informés sur ce que vous faites et qui vous êtes au niveau donc régional. On se retrouve, chers auditeurs, puisque nous parlons de vous le mois prochain avec donc notre 11e épisode des Entretiens Conquérants en présence de Catherine Gournay-Lecomte, vice-présidente de la région Normandie, chargée des affaires générale, des ressources humaines et des moyens de la collectivité. Nous serons donc sur un sujet plus institutionnel. Donc pour ce prochain épisode, remercier avant de terminer les équipes de la Normandie Conquérante qui soutiennent ce projet. C'est une aventure collective, je le dis à chaque fois, et je veux notamment remercier Eddy Sager-Sanson qui a donné un gros coup de main pour l'organisation de ce podcast. Et bien, chers auditeurs, merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour le prochain épisode le mois prochain. Et comme on dit en Normandie, à tantôt.